bienvenue à Galaxie Humaine. Je m'appelle Vorak, analyste senior, division d'observation 3e niveau, Confédération Galactique, et avant de vous raconter ce qui s'est passé, faut que je sois clair direct, on s'est tous plantés, genre sévèrement, moi, mon boss, la haute commandante Dressa, et même le conseil scientifique avec ses siècles d'expérience, on était à côté de la plaque. On a étudié les humains pendant 214 ans. On a tout disséqué, leur biologie, leur comportement, leurs guerres internes, leur politique. On a pondu plus de 17 000 rapports sur eux. On les a observés sous tous les angles, avec des capteurs ultra pointus, des télescopes orbitaux, et on en a conclu un truc ridicule. Ils n'étaient rien. Pas dangereux, même pas intéressant. Juste banal. Pour nous, c'était une espèce fragile, peau molle, zéro protection naturelle, pas de crocs, pas de venin. Des os qui cassent easy. Une durée de vie presque gênante, tellement elle est courte. Même leur atmosphère, à peine toxique pour d'autres espèces. Bref, rien d'impressionnant. On les appelait entre nous les mous. Pas méchamment. Juste avec ce mépris tranquille qu'on a pour des insectes. Tu les ignores. Ou tu les écrases si ça gêne. C'est exactement ce que les Vrettes ont décidé de faire. Les Vrettes, faut comprendre, c'est pas des diplomates. C'est des conquérants. Ils prennent des planètes, pillent les ressources, réduisent les populations utiles en esclavage et éliminent le reste. Ça fait 6000 ans qu'ils font ça. Et ils sont carrément bons. Technologiquement, ils avaient environ 300 ans d'avance sur les humains. Leurs soldats, plus grands, plus forts, muscles denses, squelettes renforcés avec un matériau biologique plus dur que la plupart des métaux. Ils pouvaient survivre dans des conditions qui tueraient un humain en moins d'une minute. Quand leur flotte s'est dirigée vers la Terre, j'étais dans la salle d'observation. Une pièce remplie d'analystes, de scientifiques, de gens brillants, tous en train de regarder ce qui allait se passer. Ambiance, tranquille, pas de stress, juste une curiosité un peu molle, comme quand tu regardes une expérience dont tu connais déjà la fin. Dressa m'a demandé « Ça va prendre combien de temps ?» J'ai répondu calmement « Entre 4 et 8 mois pour une soumission totale. » Un collègue a lâché un petit rire. « 3 mois max. Ils vont s'ennuyer avant. » On était confiants. Trop confiants. Le commandant Vrett, Tan, a envoyé un message à la Terre. Classique, froid, arrogant. Soumettez-vous dans les 48 heures. Résistez et vous serez détruits. Coopérez et certains survivront. On a intercepté tout ça. On observait aussi les réseaux humains, ce qu'ils appellent l'Internet. D'habitude, ils sont chaotiques, émotionnels, bruyants. Rien de structuré. Mais là, c'était différent. Oui, il y avait de la peur, évidemment, mais ce n'était pas dominant. Ce qui m'a marqué, c'était autre chose. De la colère. Pas une colère paniquée. Pas une réaction désordonnée. Non, une colère froide. Calculée. Le genre qui s'assoit, réfléchit et commence à planifier. Je l'ai noté dans mon rapport. Anomaly comportemental. Je n'avais aucune idée de ce que je regardais. 16 heures plus tard, la réponse humaine est arrivée. Courte, directe, 4 mots. Nous ne nous soumettons pas. Dans la salle, plus personne ne parlait. Tan a simplement répondu, compris, Phase 1. Et à ce moment-là, sans qu'on s'en rende compte, tout venait de basculer. Quand Tan a lancé la phase 1, on savait exactement ce que ça voulait dire. Les Vrettes font toujours pareil au début. Une démonstration de force. Pas une destruction totale, non. Ça serait du gaspillage. Eux, ils aiment faire passer un message propre, net, sans bavures inutiles. Ils choisissent une cible symbolique. Un endroit important. Un truc que l'ennemi considère comme solide, sécurisé, presque intouchable. Et ils le rasent. Juste pour dire, regardez bien. Vous êtes foutus! Cette fois, leur cible, c'était une base militaire humaine sur un grand continent. Une installation massive, avec des milliers de soldats, des systèmes d'armes, des centres de communication. Des décennies de construction. En moins de 7 minutes, il n'y avait plus rien. Je regardais les relevés thermiques sur mon écran. 6 minutes 42 secondes exactement. Plus aucun bâtiment debout. Juste une surface brûlée, aplatie, comme si ça n'avait jamais existé. Dressa a croisé ses bras, tranquille. Voilà. Maintenant, ils vont se soumettre. Normalement, c'est là que tout s'arrête. Dans 90% des cas, les espèces ciblées comprennent le message. Elles flippent, paniquent et finissent par céder. Je me suis branché sur les réseaux humains pour observer la réaction. Quelques minutes passent. Puis je dis, ils ne se soumettent pas. Un collègue répond, ils sont en état de choc. Ça va venir. Mais non. Oui, le choc était là, visible, brut. Mais il a duré... Quoi? Quelques instants à peine. Ensuite, ça a disparu. Remplacé par un truc que je n'arrivais pas à classer. Sérieusement,
Aucun modèle ne correspondait à ça. Les humains ne suppliaient pas. Ils ne négociaient pas. Ils n'essayaient même pas de gagner du temps. Ils se mettaient en mouvement. Tous. Les gouvernements, les armées, les alliances, les entités qui, selon nos données, passaient leur temps à se disputer pour tout et n'importe quoi, se sont alignés en moins de 48 heures. 48 heures, pour une espèce qui avait passé des millénaires à se battre entre elles, c'était du jamais vu. Je l'ai noté. Coordination globale anormale. Mais au fond, je commençais déjà à sentir que ça devenait bizarre. Très bizarre. 6 jours après la démonstration, les Vrets ont lancé l'invasion terrestre. 3 zones d'atterrissage. 3 continents. Une stratégie propre, divisée, isolée, désorganisée. Classique, efficace, testée sur 17 mondes. Le premier jour, leurs forces sont avancées à une vitesse de malade, presque 2 fois plus rapide que nos projections. Et puis, les humains ont commencé à riposter, mais pas comme les autres espèces. D'habitude, c'est simple. Soit elles s'effondrent direct, soit elles résistent courageusement mais inutilement, jusqu'à ce qu'elles craquent. Les humains, aucun des deux, ils s'adaptaient, en temps réel, sous le feu, sous pression, en perdant des hommes. Ils changèrent leur façon de combattre à mesure que la situation évoluait. Les Vrets s'attendaient à ce qu'ils tiennent leur position. C'est ce que font toutes les espèces, défendre leur territoire. Mais les humains reculaient, pas en panique, en contrôle total. Ils attirèrent les Vrets vers des zones spécifiques, des villes, des environnements urbains denses, chaotiques, pleins de structures, de tunnels, de passages étroits, des endroits parfaits pour neutraliser la supériorité technologique. On a intercepté un rapport d'un soldat Vret. Il disait « Ils nous attirent dans les bâtiments. À chaque fois qu'on avance, ils sont moins nombreux. Mais on prend des pertes. Je ne comprends pas où ils vont. Ils sont dans les murs. » Son commandant a répondu « Ils essaient de vous ralentir. Continuez. » Pause. Puis le soldat « Non, je crois pas que ce soit ça. » Il avait raison. Totalement raison. Mais personne ne l'écoutait. Au 5e jour, un événement a fait bug toute la salle d'observation. Une colonne blindée Vret, 47 véhicules, avançait dans une vallée, vers une grande ville humaine. Classique encore une fois. Sauf que la vallée avait été légèrement inondée. Pas assez pour bloquer les véhicules, juste assez pour les ralentir, rendre le terrain instable. Et pendant qu'ils galéraient à avancer, des avions humains ont surgi, petits, rapides, ultra bas. Ils ont attaqué depuis 3 directions en même temps. Les systèmes anti-aériens Vret, optimisés pour les menaces en altitude. Là, ils avaient du mal à verrouiller les cibles. Résultat, en 11 minutes, 30 véhicules détruits. Pas une victoire décisive, non, mais un truc qui n'aurait jamais dû arriver. Jamais. Dressa a lâché très doucement. Vorak, relance les modèles. Je l'avais déjà fait. 2 fois. Les chiffres ne collaient plus à rien. Ils sont en dessous des attentes en combat frontal. Mais partout ailleurs, je me suis arrêté, parce que je ne savais pas comment formuler ça. Ils ne sont pas là où ils devraient être. Silence total. Et là, pour la première fois, un truc s'est installé dans ma tête. Une sensation bizarre. Pas encore de la peur, mais un doute, un vrai. Parce que les humains ne se battaient pas pour gagner. Ils se battaient comme une espèce qui s'attend à perdre, mais qui refuse d'arrêter. À partir du jour 6, tout a commencé à devenir chelou. Pas juste un peu imprévisible. Non, genre complètement hors modèle. Les Vrets continuaient d'avancer. Logique. Ils avaient toujours l'avantage global. Plus de puissance, plus de technologie, plus de tout. Mais un détail commençait à grincer. Leur perte. Pas énorme. Pas encore. Mais anormal. Chaque kilomètre gagné leur coûtait quelque chose. Et pas juste en matériel, en temps. Et ça, pour une armée comme les Vrets, c'est déjà un problème. Parce que leur stratégie repose sur la vitesse. Tu frappes vite, fort, tu désorganises, tu écrases. Si ça traîne, ça devient dangereux. Le jour 9, Tan a envoyé un rapport à son commandement. Rien d'alarmant en surface. Toujours pro, toujours clean. Résistance supérieure aux prévisions. Demande plus 20% de forces et support orbital secondaire. Classique. Mais, il y avait un détail. Il demandait plus de temps. Tan, le mec qui avait conquis plusieurs mondes. Le gaz efficace. Le type qui ne traîne jamais. Il demandait du temps contre les mous. J'ai fixé cette ligne pendant un moment. Et pour la première fois, j'ai commencé à relire nos anciens rapports sur les humains. Tous. Parce qu'un truc clochait. Et plus je lisais, plus je réalisais qu'on avait mal compris un élément clé. Très mal compris. Le jour 14, tout a basculé. Les humains ont utilisé une arme. Pas nouvelle, pas inconnue. Pire que ça. Une arme qu'on connaissait déjà. Une arme qu'on avait cataloguée comme ancienne.
peu pertinente stratégiquement, utile seulement dans leurs conflits internes. Une arme qu'on avait ignorée, une bombe thermobarique, massive. Ils l'ont balancée sur une zone de rassemblement. Fret, 4000 soldats. Équipement complet. Préparation d'assaut. Après l'explosion, plus rien. Juste, plus rien. 3 minutes après, on intercepte la communication de Tan. Et là, son ton avait changé. Toujours pro. Toujours contrôlé, mais différent. Réévaluation de la menace. Niveau 4, demande autorisation support orbital complet. Niveau 4, ça veut dire une seule chose, c'est plus simple. Dans la salle, plus personne ne parlait. Dressa s'est tourné vers moi. Combien d'armes humaines on a classées comme non stratégiques? J'avais déjà la réponse. 47 catégories. Silence. Affiche-les. Toutes. On a commencé à lire. Et plus on lisait, plus le silence devenait lourd. Parce que ces armes primitives, basics, interns, c'était pas des jouets. C'étaient des outils conçus par une espèce qui avait passé des milliers d'années à se battre contre elle-même. Et pas juste à se battre, à innover, à s'adapter, à inventer des façons toujours plus efficaces de survivre et de détruire. Et devine quoi? Tout ce qu'ils avaient créé pour se tuer entre eux marchait parfaitement contre les Vrettes. Kulvik a murmuré. Il savait, non? Dressa a froncé les sourcils. Savez-vous quoi? Que ça allait arriver un jour. J'ai réfléchi à ça, à leur histoire, à leurs films, à leurs histoires de science-fiction. Pendant des siècles, ils avaient imaginé des invasions extraterrestres. On avait classé ça comme du divertissement. Erreur. C'était pas du divertissement. C'était de la préparation. Les humains ne sont pas les plus forts, ni les plus avancés, mais ils ont un truc que les autres espèces n'ont pas. Ils ont peur. Et au lieu de fuir cette peur, ils la transforment. Ils écrivent le pire scénario possible. Et ensuite, ils passent des générations à s'y préparer. Le jour 15 devait être la fin. Tan a reçu l'autorisation d'utiliser la puissance orbitale complète. 3 vaisseaux ont ouvert le feu. Massif, précis, dévastateur. Des villes entières ont brûlé. Des milliers de morts en quelques minutes. C'était censé casser leur volonté. Comme toujours. Je regardais les communications humaines. Et là, c'est arrivé. Ils ne se sont pas tus. Pas de silence. Pas d'effondrement. Ils parlaient toujours. Coordonnaient toujours. Combattons toujours. Sous les bombardements. Avec leurs villes en feu. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Le truc que je n'arrivais pas à nommer depuis le début. J'avais peur. Pas pour les humains. Pour les Vrettes. Parce que les humains n'étaient pas juste en colère. Ils étaient devenus autre chose. Un truc sans limite. Un truc qui ne s'arrête pas. Un officier humain, une femme, a envoyé un message global. On a tout intercepté. Elle a dit, on a pris tout ce qu'ils avaient. Et on est encore là. Ils pensaient nous connaître. Ils avaient tort. On se prépare à ce moment depuis toujours. Maintenant, ils vont voir. Pause. Puis elle a lâché. Phase 2, activation. Dans la salle, plus personne ne respirait. Parce que nous, on ne savait même pas qu'il y avait une phase 2. Le jour 15, c'est là que tout a explosé. Pas juste sur le champ de bataille. Dans nos têtes aussi. Parce que quand cet officier humain a annoncé phase 2, on pensait à un simple changement de stratégie. On était encore naïfs. Très naïfs. Sur les écrans, sur 6 continents différents, quelque chose a commencé à apparaître. Au début, on n'a pas compris. Des anomalies, des mouvements sous la surface, des structures qui montaient, puis ça a percé. Le sol s'est ouvert. Pas partout d'un coup, mais suffisamment pour qu'on capte le pattern. Et là, j'ai senti mon estomac se serrer. Parce que ce qui sortait du sol, ce n'était pas improvisé. C'était préparé. Depuis longtemps, des bunkers, des tunnels, des complexes entiers enfouis profondément dans la roche. Des installations qu'on avait déjà détectées, mais mal interprétées. On avait classé ça comme infrastructure minière probable. Grave erreur. C'était des caches militaires, des dépôts d'armes, des stocks de munitions, des véhicules, des centres médicaux, des relais de communication, des réserves de nourriture et d'eau. Et surtout, des soldats, des milliers, frais, reposés, équipés, prêts, pendant 15 jours. Les humains ne se battaient pas avec tout ce qu'ils avaient. Ils encaissaient, ils reculaient, ils attiraient des Vrettes plus loin, les éloignaient de leur zone d'atterrissage, étiraient leur ligne d'approvisionnement. Et pendant ce temps-là, sous terre, la vraie armée attendait. Tan a envoyé un message, le plus court depuis le début. 4 mots. Nous n'étions pas prêts. Je l'ai lu à voix haute dans la salle. Personne n'a répondu. Dressa a juste dit, montre-moi leur historique de construction souterraine. On a lancé la recherche.
11 minutes plus tard, tout était affiché. Et là, silence total. Parce que les humains faisaient ça depuis toujours, pas en réaction aux vrettes, pas même en sachant qu'on les observait. Non, depuis des siècles, ils construisaient sous terre des bunkers, des abris, des tunnels, des structures renforcées. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient déjà avec la peur que leur monde devienne hostile. Et quand ça s'est produit, ils n'ont pas paniqué, ils ont continué. Kulvik a demandé combien de leur capacité militaire réelle est là-dessous. Le système a mis 30 secondes à répondre. Long, très long. Quand le chiffre est apparu, je l'ai regardé, puis re-regardé. C'est pas possible. Mais si, c'était réel. Tout ce que les Vrettes avaient combattu pendant 15 jours, c'était à peine 40% de ce que les humains avaient réellement. 40%. On n'avait observé que ce qu'ils voulaient bien montrer. Le reste? Caché, préservé, gardé pour le bon moment. Et ce moment Venait d'arriver. À partir de là, le combat a changé de rythme. Complètement, les Vrettes ont essayé de se regrouper. Logique, revenir. Vers leur zone d'atterrissage, sécuriser leurs ressources, reprendre le contrôle. Stratégie standard. Mais les humains, ils ne les ont pas laissés faire. Surtout une. Cet officier, celle qu'on suivait depuis le début. Derakos. Elle était différente. Même pour un humain, nos analystes devenaient fous à essayer de modéliser ses décisions. Un junior avait écrit « Elle improvise ». Et ça marche. Il n'avait pas totalement tort, mais ce n'était pas du hasard. C'était de la maîtrise. Elle comprenait les Vrettes, leur logique, leur doctrine, leur façon de penser, et elle les utilisait contre eux. Quand les Vrettes ont commencé à battre en retraite, elle n'a pas essayé de les arrêter, elle savait qu'elle ne pouvait pas. À la place, elle les a ralentis. Des unités légères, rapides, mobiles. Pas pour détruire, pour déranger, les forcer à réagir, les empêcher de respirer. Chaque seconde où les Vrettes répondaient à ces attaques, c'était une seconde où ils ne se réorganisaient pas. Tan avait toujours son avantage ultime, les frappes orbitales. Il aurait pu raser ses unités depuis le ciel, mais elle avait tout calculé. Distance, vitesse, position. Elle restait suffisamment proche de ses troupes pour rendre toute frappe dangereuse pour lui-même. Elle lui avait retiré son meilleur atout, sans jamais l'affronter directement. Kulvik a murmuré « Elle utilise sa force contre lui ». J'ai répondu « Oui, silence ». Et ça, c'est dans aucun de nos modèles. On les a mis à jour, encore, et encore, mais ça ne servait plus à rien. Ils étaient toujours en retard, toujours faux, parce que le problème, ce n'était pas les données, c'était nous. On n'avait jamais vraiment compris les humains. Le jour 18, Tan a demandé 3 fois plus de force qu'au départ. 3 fois. Et même là, dans sa voix, il y avait un doute, subtil, mais réel. Le genre de doute qu'un commandant ne devrait jamais avoir. Pas lui, pas Stan. Mais les humains avaient réussi un truc improbable. Ils n'avaient pas encore gagné, mais ils avaient brisé quelque chose de bien plus important. La certitude, le jour 20, c'est là que tout s'est joué. Pas en surface, pas dans une explosion spectaculaire, mais dans un détail, un chiffre, une réalité que personne ne pouvait ignorer. Les Vrettes avaient rassemblé une force massive. 60,000 soldats, blindés, artillerie, soutien aérien. Une armée qui normalement ne combat pas. Elle arrive, et le combat est fini. La cible, une grande plaine côtière. Sur le papier, les humains n'avaient aucune chance. Même avec leur fameuse phase 2. Même avec leurs réserves, même avec leur créativité. Aucune chance. Et pourtant, ils ne les ont pas arrêtés. Non. Ils ont fait pire, ils les ont ralentis. 16 heures. 16 heures pour traverser une plaine. Pour une armée comme les Vrettes, c'est une éternité. 16 heures de résistance constante. Attaque depuis tous les angles. Embuscade. Explosifs cachés. Forces souterraines surgissant derrière eux. Avions frappant puis disparaissant. Les humains reculaient, mais à chaque mètre. Ils faisaient payer. Quand les Vrettes ont enfin traversé, ils avaient gagné le terrain. Mais ils avaient perdu 11 000 soldats. Et contre une force qu'on avait jugée insuffisante. C'est à ce moment-là que Tan a envoyé son rapport. Et cette fois, tout avait changé. Estimation initiale, 4 mois. Nouvelle estimation, 18 mois minimum. 8 mois. Il ne parlait plus de victoire rapide. Il parlait de survie à long terme. Dans la salle, personne n'a réagi. Parce qu'on savait tous ce que ça voulait dire. Les Vrettes n'étaient pas faits pour les guerres longues. Ils gagnaient vite. Ou pas du tout. Leur commandement a exigé des explications. Tan a répondu, un long rapport. Très détaillé, mais une partie résumait tout. Cette espèce ne suit pas les modèles habituels. Plus ils subissent de pertes, plus leur cohésion augmente.
Leur commandement se renforce. Leur population civile rejoint le combat. Je n'ai aucun modèle pour ce comportement. Ils demandaient notre aide. Nous, les observateurs, ceux qui avaient étudié les humains pendant des siècles, sans jamais les comprendre. Dressa s'est tourné vers moi. On a une réponse? J'étais épuisé. 30 heures sans dormir, 17 000 rapports ouverts devant moi. Mais pour la première fois, je voyais clair. Oui, silence. On les a mal définis. Je me suis levé. On les a décrits comme faibles, fragiles, limités. Tout ça est vrai. Mais c'est pas ça qui les définit. Dressa. Alors quoi? J'ai pris une seconde. Puis j'ai dit, « Oh, ils ne s'arrêtent pas. » Personne n'a parlé. Toutes les autres espèces ont une limite. Un point où la douleur devient trop grande, où la guerre ne vaut plus le coup. Pause. Les humains ont cette limite aussi, mais elle bouge. Je les regardais tous. Plus tu leur fais mal, plus cette limite monte. Silence total. Plus tu leur prends, plus ils sont prêts à perdre pour le récupérer. Kölvik a murmuré. C'est un défaut. Oui, j'ai hoché la tête. Un énorme défaut, irrationnel, inefficace. Pause. Mais militairement, c'est un cauchemar. Je me suis rapproché de l'écran. Tu ne peux pas les faire abandonner en rendant la guerre trop coûteuse. Je les ai regardés un par un. Tu peux seulement les arrêter, en les détruisant complètement. Silence. Et là, tout le monde a compris. Les Vrettes n'étaient pas en train de gagner lentement. Ils étaient en train de s'enfoncer dans une guerre qu'ils ne pouvaient pas finir, parce que les humains ne jouaient pas pour gagner. Ils jouaient pour continuer. Encore, et encore, et encore. J'ai regardé une dernière fois les données. Les combats, les pertes, les communications humaines. Ils saignaient, ils brûlaient, ils perdaient, mais ils avançaient toujours. Pas vers la victoire, vers quelque chose d'autre. Un point où l'ennemi craque avant eux. J'ai ouvert un nouveau rapport. Pas comme les autres. Pas un rapport d'observation, un avertissement. Et j'ai écrit « Nous ne faisons pas face à une espèce faible. Nous faisons face à une espèce qui ne comprend pas le concept d'abandon. Si le conflit continue, ce ne sont pas les humains qui céderont en premier. » Je me suis arrêté. Puis j'ai ajouté une dernière ligne, la plus importante. Et pour la première fois depuis que j'exerce ce métier, je ne sais pas comment arrêter ça. Parce que maintenant, on avait compris, et il était déjà trop tard.